principales de ce gouvernement sont les suivantes. Tout d'abord, consolider la paix, rendre effective l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, appliquer les recommandations de concertation nationale, mettre en œuvre le processus de décentralisation, appuyer l'organisation des élections, améliorer les conditions sociales des populations et poursuivre la reconstruction du pays. La journée de la radio, c'est aujourd'hui que le monde entier la célèbre. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal. Lors de son séjour au Katanga, le chef de l'État s'est adressé à la notabilité de cette province. Joseph Kabila Kabange a fait l'état des lieux de la situation sociale du Katanga. En voici l'extrait. Mes frères et sœurs, mais à vous tous, mes frères et sœurs, vous tous enfants du Katanga, je voudrais que nous puissions savoir une chose. Depuis 2001 jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune province dans ce pays qui a déjà reçu des investissements comme la province du Katanga, principalement dans les secteurs miniers. Sur mon investissement, il y a 100 000 dollars, ni 100 millions. Ce ne sont pas des investissements de 100 000 dollars, ni 100 millions, ni 1 milliard, mais des dizaines de milliards de dollars. Mais la vérité, c'est que les retombées. Mais la vérité, c'est que les retombées ou les résultats de ces investissements au niveau de la population ne sont pas perceptibles. C'est cela qui doit être notre combat, nous tous. Notre combat, ce n'est pas 2016. La vraie bataille aujourd'hui, c'est la lutte contre la pauvreté et la misère. Vous savez, Nilishakuya Katanga, on a déjà à plusieurs reprises organisé des réunions ici. Vous savez, je suis venu au Katanga. On a déjà à plusieurs reprises organisé des réunions ici. Et à une rencontre, j'avais demandé aux notabilités du moins, elles n'étaient pas du tout aussi nombreuses qu'ici. Nous étions une trentaine. Le Katanga, oui, est riche, et même très riche. Je leur demande finalement, le Katanga, oui, il est riche, et même très riche. Mais il y a combien de millionnaires katangais? Réponse, bien sûr, il faut que la réponse, bien sûr, a été qu'il faut les chercher. Et nous ne savons pas combien sont-ils. Il faut organiser. Moi, je crois bien qu'il n'est pas trop tard. Les gens doivent s'organiser et s'assurer que des milliards de dollars qui sont investis ici parviennent à toutes les couches de la population et à tout le monde. C'est le travail que l'Assemblée provinciale devait nous aider à faire. Le séminaire sur le renforcement des capacités des membres du gouvernement fait désormais partie du passé. 61 recommandations ont sanctionné ces travaux. C'était à la cité de l'Union africaine, Gisèle Ngalou-Lampoy.
L'élargissement de l'équipe gouvernementale conformément aux concertations nationales ne doit pas être une entrave au fonctionnement cohérent et collégial de l'équipe gouvernementale. Déclaration du Premier ministre Matata Ponyo Mapon à l'issue des travaux de 2 jours du séminaire du gouvernement organisé sous le leadership du chef de l'État dans l'objectif de permettre aux membres de l'équipe gouvernementale de réfléchir sur un ensemble de questions en vue de maintenir la cohésion et la solidarité de l'équipe gouvernementale. 61 recommandations ont été formulées à cet effet pour servir de cadre de référence commun. Sans vouloir répondre de manière exhaustive la liste des recommandations formulées à l'issue de ces dernières journées, le ministre Olivier Kamitatou l'a si bien fait, mais je m'en vais quand même rappeler à l'attention de nous tous les principales recommandations qui peuvent cimenter la cohésion nationale et renforcer l'efficacité de notre équipe. Premièrement, c'est de veiller à assurer un niveau d'information équivalent entre l'ensemble de notre équipe qui constitue le socle de cohésion nationale et de la solidarité gouvernementale. Deuxième recommandation, c'est d'améliorer l'ordonnance portant fonctionnement du gouvernement au regard de l'évaluation des interactions ministérielles depuis le premier séminaire en introduisant une certaine flexibilité de fonctionnement des commissions permanentes, notamment pour des dossiers à forte transversalité en assurant l'implication des ministères sectoriels. Troisièmement, c'est d'assurer la coordination de l'action gouvernementale en formalisant la présidence des commissions permanentes par le chef du gouvernement, secondé par les vice-premiers ministres de chaque secteur. Quatrièmement, c'est de veiller à une communication solidaire sur le sujet majeur de l'actualité en vue de préserver la collégialité gouvernementale. Cinquièmement, c'est de poursuivre la politique de gestion financière du budget et des finances publiques en veillant notamment à la cohérence entre le plan d'engagement budgétaire avec le plan des trésoreries, tout en se rappelant que le budget n'est qu'un projet et que la trésorerie est une réalité vivante. Sixièmement, poursuivre la mise en œuvre des projets dans le secteur agricole, dont le parc agro-industriel constitue un modèle vivant, et orienter ces parcs vers le partenariat public et privé afin de permettre une résilience de l'économie nationale et l'atteinte de la sécurité alimentaire. Septièmement, c'est d'assainir les entreprises commerciales, les établissements et les services publics en réhabilitant la sanction négative et en extirpant les pratiques de mauvaise gouvernance qui les caractérisent. Il faudra rappeler à l'attention de l'ensemble des membres du gouvernement que les entreprises publiques, ou d'une manière générale, le portefeuille public, constituent la prolongation de notre action gouvernementale et que la meilleure action du ministère peut être handicapée par le mauvais fonctionnement du portefeuille public. Huitièmement, poursuivre les réformes de l'administration publique et la formation des agents de l'État, parce que, quelle que soit l'expertise du cabinet ministériel, celle-ci peut être affectée par l'incapacité du service public. 9. Normaliser les relations de collaboration entre les cabinets et l'administration et, enfin, mettre en place des systèmes de recrutement, de nomination
et l'avancement en grade dans l'administration publique fondée sur des bases objectives et lisses. Le Premier ministre honoraire de Burkina Faso, Tertius Zongo, a partagé son expérience avec le gouvernement de la RDC au cours de ses assises. Une messe d'action de grâce a été organisée hier à l'église Sacré-Cœur de la Gombe, en mémoire d'Augustin Katumba Mouaké. C'était en présence du Premier ministre Matata Ponyo Maponso. 12 février 2012 au 12 février 2015, cela fait aujourd'hui 3 ans jour pour jour que disparaissait Augustin Katumba Mouaké. Le Premier ministre Matata Ponyo a assisté à la célébration du culte d'action de grâce marquant le 3e anniversaire de la mort tragique d'Augustin Katumba Mouaké, membre influent de la majorité présidentielle, décédé dans un crash d'avion à l'aéroport de Kavumu à Bukavu. Sa famille biologique et politique, amis et connaissances se sont joints à l'homélie dite en la paroisse Sacré-Cœur pour honorer sa mémoire. Pour rappel, les crashs du 12 février 2012 à Bukavu avaient causé non seulement mort d'hommes, mais aussi de rescapés. Parmi eux, l'actuel Premier ministre de la RDC Matata Ponyo, Antoine Gonda, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, et Marcelin Sichambo, actuel gouverneur de province. Tous n'oublieront jamais ces jours noirs. 75% de la population congolaise possède un poste radio et celui-ci permet de s'informer même dans les milieux reculés. Affirmation du ministre des Médias Lambert Mende Omalanga à l'occasion de la journée internationale de la radio. Suivez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui, 13 février, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la radio. En effet, en 2012, afin de mettre en relief la puissance de la radio comme plateforme pour l'éducation et la liberté d'expression, ainsi que son rôle vital dans la réponse aux crises et aux catastrophes, l'UNESCO a appelé à célébrer le 13 février de chaque année une journée mondiale de la radio. L'importance de la radio n'est plus à démontrer. Actuellement, elle est certainement le premier moyen de communication et le passage normal de l'information de masse, surtout dans les pays les moins développés. Média peu coûteux, nécessitant la mise en œuvre d'une technologie relativement simple, la radio atteint des auditeurs éloignés sur tous les coins du territoire. Selon l'Union internationale des télécommunications, UIT, plus de 75% de foyers des pays en voie de développement possèdent au moins un récepteur radio. La radio joue un véritable rôle en ce qui concerne la diffusion de l'information et de la connaissance, et elle constitue un puissant outil reflétant et déterminant les conditions et les aspirations humaines. Cette année, la Journée mondiale de la radio est placée sous le thème « Jeunesse et radio ». L'objectif poursuivi est d'associer les jeunes aux activités de la radio et de fournir aux radios des astuces pour développer des espaces créatifs où les jeunes peuvent travailler de façon inventive dans la création des productions radiophoniques. Actuellement, il est fréquent d'entendre qu'une radio est jeune parce qu'elle diffuse beaucoup de musique à la mode destinée aux jeunes et aux adolescents, parce qu'elle évite les contenus sociaux et politiques. Cependant, dans mon entendement, une radio jeune ou qui vise un public jeune n'est pas forcément incompatible avec des contenus ou une orientation à caractère clairement social ou politique. Pas plus que les contenus ou les orientations politiques affirmées ne sont incompatibles avec la musique ou le divertissement. C'est là que réside l'un des défis les plus intéressants, provocateurs et originaux pour la radio.
Un des facteurs qui contribue certainement à ce que les contenus sociaux et politiques soient en adéquation avec les centres d'intérêt de la jeunesse est l'enracinement qu'une radio peut avoir. L'expérience nous enseigne qu'une radio ancrée dans un milieu social, en tant que média d'investigation et à vocation sociale, atteint des niveaux d'audience très élevés auprès de la population à laquelle ces programmes s'adressent et contribue à resserrer les liens entre la société et la radio. Des thématiques essentielles telles que l'égalité des genres, en particulier la lutte contre la violence à l'égard des femmes, la préservation des ressources naturelles et des territoires des communautés, la promotion de l'art et de la culture et la défense de l'éducation peuvent bien mobiliser la jeunesse. De quelle manière? En impliquant directement les jeunes dans la programmation de la radio, en mettant en place des programmes de formation de la jeunesse au sein des communautés, en rapprochant ainsi la radio du quotidien et de l'environnement des jeunes, en organisant des manifestations pour la jeunesse autour de l'art et de la culture. Je suis convaincu qu'une programmation radiophonique de haute qualité et soutenue résultera en un public jeune, plus intéressé, mieux informé et disposé à participer à des discussions politiques, des discussions publiques, à débattre des questions d'ordre politique et d'intérêt commun et favorisera de ce fait la démocratie. Restant et la promotion de ces derniers étaient également parmi les questions soulevées. Le DG, Madame Nicole Dimbambu Kitoko Bwanga, a eu à donner de réponses précises, des suggestions concrètes. Elle était rassurante. Il était question d'informer aux journalistes de la radio, leur faire comprendre le devoir qui est le leur, d'informer, de former et de divertir la population, et même d'éduquer, parce que nous sommes appelés à éduquer. Et la radio a également ce devoir-là. Aujourd'hui, la RNC, la radio particulièrement, a des nouveaux équipements. Des équipements qui répondent aux normes de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Des équipements qui nous ont été donnés par le gouvernement de la République, dans le cadre bien sûr de la révolution de la modernité, qui prône le chef de l'État et qui est matérialisé ici par le gouvernement de la République dirigé par le Premier ministre. Mais ces équipements-là, est-ce que nous les mettons en valeur? Donc la radio aussi est appelée à se familiariser, à s'adapter avec les équipements numériques. Les suggestions ont été avancées, nous allons en tenir compte. Des propositions ont été faites, nous avons échangé justement autour de tout cela. Je crois que nous allons mettre cela en pratique parce que nous avons l'habitude de nous rencontrer, d'échanger et d'apporter un plus pour notre radio. Le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda s'est entretenu avec l'envoyé spécial de la présidente de l'Union africaine, Eden Kodjo. De quoi était-il question? La réponse dans ce reportage de Sozingoy. Chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour la promulgation de la loi électorale et la CENI pour la publication du calendrier global des élections. Edem Kodjo, envoyé spécial de la présidente de l'Union africaine, l'a dit ce vendredi au ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda lors de l'audience lui accordée dans son cabinet de travail. Cela va permettre de décrisper la situation politique et sociale du pays, a-t-il déclaré. Les deux personnalités ont évoqué aussi les questions d'intérêt commun. L'envoyé spécial de Madame la présidente de l'Union africaine, Edem Kodjo, et le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, ont eu des échanges fraternels. Après la publication hier par la CENI du calendrier global des élections en République démocratique du Congo, nos reporters ont récolté plusieurs réactions de la classe politique, de la société civile, tout comme de la communauté internationale. Un sentiment de satisfaction parce que l'autorité électorale vient de produire un document, un travail qui répond aux aspirations du peuple congolais. C'est tout ce que le peuple attendait pendant tout ce temps. Et le suspense vient d'être élevé. Pour l'instant, on n'a pas besoin de juger la CENI. Les plus grands, c'était la publication du calendrier global. Nous l'avons et nous allons étudier ce qui se passe par après sur les réalités
du calendrier. Les respects, vous savez, tout à l'heure, on vient de partager déjà les responsabilités. La CENI elle-même, elle dit que si elle n'arrive pas à atteindre certains objectifs, c'est le gouvernement. Et à la fin, nous trouvons qu'il faut qu'ils se mettent ensemble pour voir qu'est-ce qui doit se faire pour qu'on arrive à cet objectif que nous tous nous attendons. Le calendrier est là. Maintenant, le grand problème pourrait être l'argent pour l'organisation de toutes ces élections qui commencent déjà en 2015 et qui pourront se poursuivre jusqu'en 2016. C'est l'argent d'abord. Le calendrier, c'est bien beau, mais qu'on trouve le financement. Ma réaction, elle est double. C'est d'abord une satisfaction et aussi une responsabilité. La satisfaction parce qu'elle répond à une attente de la population et la responsabilité parce qu'en tant que parti politique, nous sommes maintenant appelés, interpellés à préparer la population à répondre massivement à ces élections. Écoutez, nous avons, comme vous le savez, demandé depuis longtemps donc, un calendrier global incluant l'ensemble des scrutins, y compris les élections législatives et présidentielles. Nous avons toujours réclamé que les séances constitutionnelles soient respectées, donc nous prenons acte de ce calendrier global. Maintenant, nous avons noté évidemment qu'il y a encore beaucoup de défis et donc nous sommes prêts à continuer le dialogue et à travailler avec tous les acteurs pour que ce calendrier puisse être effectivement respecté. Le Bas-Congo, plus précisément à Madimba, le ministre provincial du budget Odette Guéma Diloya a procédé à l'installation des membres du Comité international de développement. C'est un commentaire de Malumbela. Le territoire de Madimba, dans la province du Bas-Congo, a un nouveau comité territorial de développement dont l'installation a eu lieu à Madimba, même siège du territoire. Ce comité territorial de développement, à l'instar d'autres entités du Bas-Congo, se veut une structure d'autoprise en charge de la base dans la résolution des problèmes qui lui sont spécifiques. Créé par le gouvernement provincial du Congo, cet organe permettra aux acteurs de conduire le développement des couches populaires le plus éloignées des centres de décision, a indiqué Odette Guéma Diloya, ministre provincial en charge du budget, qui a officiellement présidé cette cérémonie d'installation au nom du gouverneur Jacques Mbadou Sitou et en présence de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale Foul Massaka et le commissaire au plan Simon Bosokia Poutou. Toute la population de Madimba a été en effet responsabilisée sur les résultats attendus du CTD financé par le gouvernement provincial. Pour l'occasion, un don de vivres a été remis au chef des secteurs du territoire de Madimba dans le cadre d'échanges de vœux. Ces gestes posés par l'autorité provinciale Jacques Mbadou Sitou cadrent avec la promotion de l'amour du prochain et la consolidation de la cohésion provinciale. Les Madimbadiens ont partagé avec les autorités provinciales ressortissants de cette contrée un repas au cours duquel des échanges fructueux ont eu lieu. Toute la population a eu une pensée pieuse pour le martyr du 4 janvier au cours d'une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame de cette douleur. Elle a rendu grâce à Dieu et a sollicité la bienveillance afin de faire bénéficier à chacun et à tous l'élan patriotique. Pour s'imprégner des réalités des milieux carcéraux du Bandundu, le vice-ministre des Droits humains Simon Bosso Kodiapwanga a inspecté les lieux de détention de cette province. Les détails dans ce reportage de Juju Nzibou. La mission du vice-ministre de la Justice et des Droits humains, Christophe Mbosso Kodiapwanga, dans la province du Bandundu n'était pas du tout repos. D'abord, le vice-ministre a présidé les ateliers de renforcement des capacités des agents et cadres des différentes juridictions institutionnelles œuvrant dans la province du Bandundu, notamment les OPJ, dans le cadre du contrôle ou monitoring du respect des droits de l'homme dans cette partie du pays. Le rôle des OPJ, les droits et devoirs des personnes arrêtées ont été clairement définis au cours de ces ateliers à la satisfaction des participants.
Christophe Mbosso s'est rendu également à l'évêché où il s'est entretenu avec Monseigneur Édouard Mounounou sur l'actualité brûlante de l'heure. Ensuite, le vice-ministre de la Justice, Christophe Mbosso, a effectué des visites dans différents cachots et prisons de la province du Bandundu, en commençant par la ville de Bandundu, celle des Kikwit, Massimanimba, Kenge, Bukangalonzo et le pont Kwango a constitué le point de chute qui a permis au vice-ministre de se rendre compte du fonctionnement de toutes ces maisons carcérales. Sur place, il a, au nom du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, procédé à la libération de certains prisonniers pour des raisons humanitaires et des procédures dans toutes ces villes de la province du Bandundu. Enfin, Christophe Mbosso a posé des actes humanitaires et sociaux partout où il est passé, cas de la ville de Bandundu où il a remis un don pour les soins médicaux d'une femme victime des coups et blessures. À Kikwit, il a remis un don pour la ration des prisonniers, une enveloppe pour l'achat d'un groupe électrogène en vue de permettre aux détenus de suivre les informations, de se divertir à travers la télévision. Le vice-ministre a également payé les frais des soins médicaux d'un enfant dont la tête était défoncée des suites d'un accident de moto et pour les soins médicaux d'un détenu malade. Le même geste a été également posé dans la ville de Kenge, puisqu'il faut le dire, une mission accomplie à la satisfaction des familles des détenus et de la population de la province du Bandundu qui voit à travers ce geste une image de la justice congolaise redorée et au service de nos populations. L'évaluation du plan d'action des FARDC pour la lutte contre les violences sexuelles, c'est ce qui justifie la rencontre entre la représentante du chef de l'État en matière de violences sexuelles, Janine Mabunda, et les représentants d'une firme internationale, nous dit Toto Sungu. La mise en œuvre du plan d'action conjoint pour la lutte contre le recrutement d'enfants après leur descente sur terrain était au centre de l'entretien qu'a eu le représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants, Madame Janine Mabunda, avec la firme internationale MO Consult. Une mission initiée par le bureau du représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants avec l'appui de l'UNICEF. Cette mission sera sanctionnée par une feuille de route contenant 10 recommandations en vue du délistage de la République démocratique du Congo. Les rescapés de la barbarie des ADF ont été assistés par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. C'est un reportage de la RTNC Goma. De soulagement pour les rescapés des massacres perpétrés par les ADF Nalou en territoire de Béni, le gouverneur du Nord Kivu vient de payer toutes les factures à souffrance de ces rescapés qui étaient admis à l'hôpital général de référence de Oicha. Julien Paluku Kaongia, qui s'y est rendu ce jeudi 12 février, a déboursé une enveloppe de 5 300 $ américains pour la prise en charge médicale de ces personnes qui avaient de justesse échappé d'être égorgées par ces rebelles ougandais. C'était après avoir effectué une brève visite guidée de ces vulnérables à présence du personnel soignant de l'hôpital de Oicha. Sont également concernés par cette somme payée par le gouverneur de province les 23 élèves rescapés sur les 73 qui étaient foudroyés le 19 janvier dernier à l'Institut Nganza d'Oicha. Cet hôpital général de référence de Oicha a reçu beaucoup de cas, les rescapés des massacres, même les élèves qui étaient foudroyés. L'hôpital a reçu 73 élèves ici qui étaient foudroyés, dont 4 sont décédés. J'ai consulté la fiche. Il y a 23 rescapés qui ont été soignés ici, mais qui n'avaient pas de moyens de prise en charge. Sur son chemin de retour, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, Mbaou, ici, le numéro 1 du Nord Kivu, a soutenu la jeunesse de la place en payant les frais d'affiliation à la compétition de la Coupe du Congo saison 2015. Il s'agit de l'équipe Radi de Mbaou, qui encadre plusieurs jeunes de cette entité. Par contre, à Mavivi, l'autorité provinciale est allé se rendre compte de la reprise effective des activités. Il s'est clôturé au Kankokolo les séminaires sur la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo. Les officiers, sous-officiers, personnels civils du ministère de la Défense ont pris part à cette formation, nous dit Jojo Nzeko. Le général-major Moya Jean-Pierre
commandant du service d'éducation civique, patriotique et action sociale, a présidé jeudi 12 février 2015 au quartier général de la 14e région militaire au camp Kokolo à Kinshasa la cérémonie de clôture du séminaire de formation sur la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo organisée en collaboration avec la fondation Konrad Adenauer à l'intention des officiers, sous-officiers des FARDC et du personnel civique. Pendant 2 jours, plusieurs officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, le représentant résident de la fondation Konrad Adenauer et les professeurs Kaumba et Mabiala de l'université de Kinshasa ont exposé sur différents thèmes relatifs à l'histoire de l'armée en RDC et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de forces armées de la République démocratique du Congo. Les objectifs poursuivis par ces séminaires sont résumés ici par le général-major Moyandongo Tongo Jean-Pierre, commandant du service d'éducation civique, patriotique et action sociale des forces armées. Les objectifs de ce séminaire consistaient à mieux expliciter les textes d'application du plan de la réforme. Les séminaristes soient nos émissaires auprès de leurs unités pour la meilleure compréhension de cette réforme et de sa mise en œuvre. À ces propos, le chef d'état-major général, ayant compris ceci, a élaboré toute une série de directives, dans un premier temps, pour expliciter les relations de subordination qui doivent exister entre les nouvelles structures de nos forces armées, mais aussi vient d'être signé pour la réhabilitation de routes de l'Est de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage. Itinéraire et témoignages Congo-Zaïre 1960-1980 figurent désormais dans les rayons des bibliothèques de la République démocratique du Congo. Un ouvrage de 320 pages mis à la disposition des lecteurs, chercheurs et scientifiques congolais. Ouvrage porté sur les fonds baptismaux du ministre de la Culture et des Arts, Baudouin Banza Moukalai, préfacé par le professeur Jérôme Moubanza Moi Barouele. L'auteur Antipas Georges, de nationalité grecque, passionné de l'histoire, valorise la contribution des Grecs à l'édification du Congo moderne. Grâce à lui, des figures marquantes de son pays, connues à une certaine époque, puis oubliées des Congolais, refont surface. Il s'agit au fait d'une trajectoire de l'histoire socio-économique du pays, ainsi que des acteurs impliqués et la responsabilité des colons. Pour M. Gérassinos Dounis, président de la communauté hellénique de Kinshasa, l'auteur met en exergue la collégialité active et non la masse désordonnée. Pour lui, Georges Antipas est un homme qui coexiste et apporte, d'où la nécessité de saluer cet effort intellectuel. Le professeur Emilia Moubanza Moi Bawele s'intéresse à l'apport scientifique de cet ouvrage quant à l'originalité des sources. Un documentaire intitulé « Hommage aux enfants victimes » a permis à l'assistance composée des ministres, honorables, chefs des missions diplomatiques, députés, de mieux ressentir les émotions tragiques des événements qui rapporte son livre. Bonne chance à ces nouveaux venus dans les librairies du pays. Corriger avec moi, il s'agit là du baptême du livre d'Antipas Georges, Culture toujours. Une année après la mort de l'ambassadeur Eddy Angoulou, une messe d'action de grâce a été organisée à la paroisse Saint-Raphaël de Limité. C'était après la pose de la pierre tombale au cimetière de Nécropole entre terre et ciel. C'est un reportage de Chouchou Nzipou. De la disparition de l'ambassadeur Eddy Angoulou Mambengi, sa famille, ses frères, amis et connaissances, ainsi que les artistes et hommes de culture du Conseil national de la culture, ont organisé une cérémonie de pose de la première pierre tombale au cimetière de Nécropole entre terre et ciel, situé dans la commune de Lantsele, le mercredi 11 février 2015, aux heures de 10 heures, juste après, une messe d'action de grâce a été célébrée à la paroisse Saint-Raphaël de Limité, dite par l'abbé curé Noël Boulandungu, qui a rappelé les valeurs et vertus léguées par l'illustre disparu, notamment le nationalisme et le patriotisme, pour ne citer que cela. À cette occasion, à l'initiative du Conseil national
national de la culture, les poètes du Renouveau ont saisi cette opportunité pour présenter le recueil des poèmes conçus et édités en mémoire de leurs confrères et artistes, écrivains, ministres, professeurs, dramaturges, membres fondateurs du PPRD, l'ambassadeur Edi Angoulou Mambengi, né le 10 octobre à Linfou, dans le district de Kwilu, dans la province du Bandundu. Plusieurs personnalités ont rehaussé leur présence à la messe d'action de grâce organisée en mémoire de l'ambassadeur Edi Angoulou Mambengi, tout en étant fiers de son passage sur cette terre des hommes et s'engagent à rappeler sans cesse sa mémoire, car jusqu'au bout de sa vie, il a su prouver que le nationalisme, le patriotisme, le bien-être commun, la dignité nationale ne sont pas des vains mots, que Dieu puisse lui accorder le repos éternel de juste. Et voilà ce qui boucle cette première édition du soir. Merci d'avoir été le nôtre. Le prochain journal, c'est à 20h avec Joël Lungenzabikanga. Au revoir.